Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien dans Au quotidien. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Bonjour Anthony. Bonjour Colin, bonjour à tous. On se retrouve dans un instant avec votre invité. Oui, on va parler de la prévention des risques professionnels avec notre invité Jean-Marc Lafay, président de la Santé au Travail 72. Puis à 18h45 dans la suite, on évoquera cette toute nouvelle association qui regroupe les 11 communes de la forêt de Bercé. N'hésitez pas à poser vos questions par message WhatsApp au 0 670 672 792. Ça, c'est pour dans un instant. D'abord, on commence avec l'actu. Au sommaire aujourd'hui, une exposition phare pour la ville du Mans. Elle s'appelle La mécanique d'une ville et va ouvrir ses portes samedi au musée Jean-Claude Boulard. Cette grande présentation revient sur 200 ans de métamorphoses au cours desquelles les faubourgs ont été rattachés à la ville du Mans. C'est tout nouveau, Agri 72, une sorte d'agence intérim pour les travailleurs agricoles, vient d'ouvrir en Sarthe. On verra ça. Et puis la collection du musée au train de Semur-en-Vallon s'agrandit d'une nouvelle antiquité ferroviaire avec un sémaphore Lartigue. On comprendra de quoi il s'agit tout à l'heure. Mais juste avant, on s'intéressera à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels avec Jean-Marc Lafay, le président de Santé au Travail 72. Allez, on commence ce journal avec une question. Est-ce que vous saviez, Anthony, que Le Mans était aussi grand que Lyon? Oui, c'est l'une des choses surprenantes que l'on apprend dans la toute nouvelle exposition du musée Jean-Claude Boulard au Mans qui ouvre samedi. Elle revient sur l'histoire de la ville depuis le 19e siècle et sur sa métamorphose architecturale et sociale, découverte avec Enzo Maubert. Comment la ville du Mans s'est-elle construite et développée? C'est ce qu'essaie de percer cette exposition au musée Jean-Claude Boulard qui revient sur 2 siècles d'urbanisation. Souvent, les Manceaux, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément une vision assez complète de cette ville. C'est mettre en avant un certain nombre de monuments, d'architecture pour que les Manceaux aussi soient fiers de cette ville, de son histoire et mieux appréhender ce qu'elle est aujourd'hui et pourquoi elle en est là où elle en est aujourd'hui. Le fruit d'un long travail d'inventaire architectural et patrimonial réalisé par 7 chercheuses pendant 6 ans. On y comprend ainsi comment la ville s'est transformée jusqu'à en devenir l'une des plus étendues de France. L'habitat au Mans est plutôt un habitat de type maison individuelle, ce qui n'est pas le cas nécessairement de toutes les métropoles françaises. Ce qui explique aussi cette densité moindre et cet étalement urbain. Parce que comme il y a eu une préférence par la population de faire construire des maisons individuelles plutôt que des immeubles, et bien sûr, l'urbanisation s'est plus étendue en périphérie. Après l'annexion de ces faubourgs au milieu du 19e siècle, la ville se modernise aussi. C'est l'époque de la révolution industrielle. On voit s'établir au niveau de la ville du Mans un certain nombre d'industries locales portées par des familles mancelles qui acquièrent progressivement une importance nationale. On pense évidemment au Bollé, au Pellier, à Carrel et Fouché, etc. Ces grands industriels vont faire rayonner la ville du Mans de Paris à Nantes et permettre au Mans de s'ancrer dans le paysage national. Un grand saut dans le passé, possible jusqu'au 5 mai 2024. Allez, on parle désormais, Anthony, de l'inauguration d'une agence de recrutement dans le secteur agricole qui avait lieu ce mardi 17 octobre. Oui, elle s'appelle Agri Emploi 72 et elle a inauguré ses nouveaux locaux en face de la Maison des agriculteurs et de la Chambre de l'agriculture au Mans. Le but, simplifier les démarches d'accès à l'emploi et proposer régulièrement des forums. On voit ça avec Alexandre Ferrer. Une nouvelle agence de recrutement au service de l'agriculture a inauguré ses locaux au quartier de l'Université au Mans ce mardi 17 octobre. Agri Emploi 72, porté par la Maison des agriculteurs de la Sarthe, est né de la réunion de 4 associations agricoles. La NEFA, le GEC Agricalif, le GED 72 et le service de remplacement départemental. On a choisi de regrouper ces 4 structures pour simplifier les choses, que ce soit pour les particuliers en recherche d'emploi, pour les exploitants agricoles et puis aussi pour les partenaires sociaux. L'agence de recrutement compte à ce jour 5 salariés, avec l'ambition d'agrandir son équipe à compter de l'année prochaine. Au moins 2 recrutements supplémentaires pour accompagner le développement de la structure. Plusieurs permanences sont présentes en Sarthe afin d'accompagner les chefs d'entreprise dans leur recrutement et les candidats à la recherche d'un emploi agricole. Agri Emploi 72 propose régulièrement des forums dans le département pour promouvoir le métier. On fait beaucoup de promotions
sur l'emploi, parce que évidemment pour avoir des salariés, des futurs salariés agricoles sur notre département, eh bien, on a besoin de gens qui s'intéressent à l'agriculture, il faut les motiver pour venir et donc c'est tout le travail qu'on fait dans tous les forums sur l'emploi. On est présent pour montrer que l'agriculture c'est un beau métier et qu'il faut venir travailler dans le monde agricole. À ce jour, ce sont près de 90 offres d'emploi qui sont à pourvoir en Sarthe. Social maintenant, Anthony, avec une grève prévue ce jeudi dans le secteur de la petite enfance. Oui, le rassemblement aura lieu à 14 h devant la préfecture ce jeudi à l'appel des syndicats FSU et CGT dans le cadre de la journée d'action organisée par le collectif Pas de bébé à la consigne. Leurs revendications portent sur l'augmentation des salaires, la formation et le recrutement de personnel. On parle maintenant avec notre invité, on va parler de santé au travail puisque nous recevons Jean-Marc Lafay, le président de Santé au Travail 72. Bonsoir Jean-Marc Lafay. Bonsoir. Alors l'émission de Santé au Travail 72, bon déjà Santé au Travail 72 est une association. L'émission, ça consiste à préserver la santé des travailleurs. On connaît la médecine du travail, c'est vous, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi tout un volet prévention qui parfois est méconnu des employeurs, on peut dire ça ? Oui, c'est-à-dire que la médecine du travail rapproche trop notre activité du médecin de ville. Ce n'est pas du tout le cas. En réalité, nous sommes avant toute chose un organisme de prévention. Nos médecins rencontrent dans des visites individuelles les salariés, essayent de comprendre ce que sont leurs conditions d'emploi pour essayer de déceler les situations à risque, que ce soit des risques psychosociaux, des risques techniques, des chutes, des expositions à des produits toxiques et autres. Ça, c'est le travail du médecin. Et l'objectif, c'est de travailler avec les salariés et avec, bien sûr, leurs employeurs pour essayer de prévenir ces risques et de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas. Donc, quel type d'action vous menez dans les entreprises ? Alors, la première, c'est ce que je vous disais, c'est la visite individualisée. Il y en a un certain nombre à l'embauche, mi-carrière, etc. C'est une bonne partie de notre activité. Les deux autres volets qui sont très importants et sur lesquels il est important que nos adhérents, les entreprises, sachent qu'on est présent, c'est la prévention, donc les actions en milieu de travail pour déceler les situations à risque et travailler avec les entreprises pour améliorer les conditions de travail. Ça a été le cas, on a 2-3 exemples, on en a un assez récent chez Colart où notre ergonome et un médecin ont travaillé sur l'amélioration d'une machine qui permet de nettoyer des pièces. Bon, ça, c'est des actions très, très, très techniques. Donc ça, c'est à la demande des employeurs, j'imagine ? C'est l'objet, effectivement, d'un discours permanent entre l'employeur et puis nos équipes médecins et de préventeurs. Donc ça, c'est fréquent. Et puis, dans le même ordre d'idées, on a également des actions en maintien en situation d'emploi des personnes, des salariés qui souffrent de pathologies, qu'elles aient été le fait d'un accident de la vie ou même d'une exposition qui fait qu'il faut adapter son poste. Par les chiffres, les accidents de travail en Sarthe, ça représente quel volume ? Les décès aussi, est-ce qu'il y en a régulièrement ? On est sur à peu près 5000 accidents de travail déclarés et en moyenne par an. Et puis j'ai les chiffres uniquement au Pays de la Loire pour ce qui est de la mortalité. On est à peu près sur 40 décès par an. Votre objectif, c'est de développer ces visites en 2024. Vous tablez sur 10% en plus de visites. Ça implique, j'imagine, aussi du personnel supplémentaire pour faire toutes ces visites d'entreprise. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on fait un gros travail d'organisation et d'efficience dans un moment de vie où on a de moins en moins de médecins, quelle que soit la spécialité, et a fortiori en santé au travail. On agrémente des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'autour du médecin, on met un certain nombre de spécialistes, des préventeurs, des assistantes médicaux, des infirmiers diplômés d'État en santé au travail, des toxicologues, des psychologues, pour essayer de décharger le médecin de ses tâches non rigoureusement médicales, et tout cela pour rendre le meilleur service aux entreprises. Donc, comme je vous le disais, on a moins de médecins, donc forcément, on a des difficultés, mais on n'est pas le seul service dans ce cas-là, on a des difficultés à pouvoir rendre toutes les visites médicales. On suit 11 000 entreprises, 156 000 salariés, et on doit réaliser, pour être dans le cadre de la réglementation, 88 000 visites par an. On en a réalisé 50 000 l'an dernier, on en réalisera 55 000 l'an prochain. Et en nombre de médecins, alors, c'est combien aujourd'hui On a perdu une dizaine de médecins en moins de 10 ans. On a une pyramide des âges très défavorable. La moyenne d'âge de nos médecins, c'est 60 ans. Le plus âgé doit avoir 80 ans. On a une vingtaine de médecins en personne physique pour à peu près 14, quelque chose équivalent temps plein. Pour adapter les postes de travail et donc permettre d'éviter
des accidents de travail potentiels. Est-ce que des aides existent pour les entreprises, des aides financières? Oui, il en existe. En revanche, ce n'est pas Santé au travail qui les distribue, mais on peut aider l'entreprise à constituer des dossiers. Ces aides sont généralement portées par la CARSAT, par Cap Emploi ou par d'autres organismes. Merci beaucoup Jean-Marc Lafay. Avec plaisir. Allez Anthony, on ouvre une page sport maintenant avec cette information. Glickenhaus qui met un terme à son programme Hypercar, donc on ne verra plus le propriétaire Jim Glickenhaus. Et on ne reverra plus cette écurie Glickenhaus Racing l'an prochain aux 24 heures du Mans. Le charismatique Jim Glickenhaus que vous avez vu à l'image jette l'éponge faute de moyens financiers suffisants pour continuer l'aventure de l'endurance, pour se concentrer sur la production de modèles de série. En 3 participations en 24 heures du Mans, le meilleur résultat de Glickenhaus Racing est une 3e place. C'était en 2021. Allez, toujours sport avec le retour gagnant du MSB du Mans Sarthe Basket en Coupe d'Europe. Oui, les Tangos se sont imposés très largement, 96 à 68 contre les Grecs de Péristérie en BCL. Un bel adversaire sur le papier que les Manceaux ont dévoré en prenant les devants d'entrée avec déjà 12 points d'avance dès la fin du premier quart-temps. À noter les 17 points de Nate Mason, ici à l'image, et les 19 de Devante Jones, sans nul doute, l'un des meilleurs matchs depuis le début de la saison pour le MSB, et de bon augure avant le derby contre Cholet, samedi à 18h30 à Antares. Une nouvelle pièce s'ajoute dans la collection du musée au train de Semur-en-Vallon, un sémaphore Lartigue. Mais de quoi s'agit-il? Alors, c'est un peu l'équivalent des feux de circulation routiers, mais pour le ferroviaire. Le sémaphore envoyait un signal qui permettait de réguler la circulation des trains en gare. Et le musée au train de Semur-en-Vallon vient d'en récupérer un provenant de la gare de Chissot en Indre-et-Loire, qui était inactive depuis plus de 50 ans. L'équipe du musée au train compte bien remettre en état cette antiquité. Reportage d'Alexandre Ferrer. Rouillé par le temps, ce sémaphore va faire peau neuve dans le musée au train de Semur-en-Vallon. Une pièce qui ne se produit plus, qui est entrée dans l'histoire. Après 50 ans d'inactivité, une renaissance lui est promise. Ce sémaphore-là fermait les voies de service de l'ancienne gare de Chissot. C'est un miracle qui n'est pas fini à la ferraille, donc il est bien resté en vie. Il était donc stocké dans les épines et la mairie de Chissot souhaitait s'en séparer et souhaitait le mettre à la ferraille, sauf que la première adjointe de la mairie, qui nous connaissait, a dit non, ça pourrait peut-être servir au musée au train de Semur-en-Vallon. Au milieu d'objets d'un autre temps, se trouve un sémaphore déjà restauré. Inventé en 1874 par Henri Lartigue, le sémaphore était un moyen de réguler l'ouverture et la fermeture des voies de chemin de fer. Mais comment cela fonctionnait? Donc c'était commandé par des boîtes comme ça, on appelle ça des boîtes Lartigue. Donc le chef de gare, quand il tournait ces manivelles-là, soit il fermait une voie, donc c'est ce qu'on voit sur cette boîte-là, puisqu'on voit annonce voie 1. Ça veut dire qu'il annonçait à la gare suivante qu'un train allait arriver. Donc le chef de gare fermait la ligne de façon à ce qu'il n'y ait en aucune façon il y a un train qui vienne en face. Et par contre, il faisait la reddition sur la voie de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il disait au chef de gare de l'autre côté, c'est bon, le train est parti, la voie est devenue libre. C'était donc reddition ou fermeture de voie. Et ça se matérialisait sur le terrain par des raquettes qui avaient la position ouverture ou fermeture. Une fois restauré, le sémaphore de Chissot réalisera sa seconde vie dans l'unique gare de Semur-en-Vallon. Lieu de départ pour un voyage historique du chemin de fer. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant pour la suite, juste après une page de pub et la météo. A tout de suite. Le temps commence vraiment à se dégrader à partir de ce milieu de semaine et ça va perdurer au moins jusqu'au week-end et peut-être même jusqu'à la fin du mois, mais j'y reviendrai un peu plus en détail. En tout cas, pour ce mercredi soir, beaucoup de nuages, un ciel parfois dégagé laissant passer l'observation de quelques étoiles, mais c'est tout. Des températures alors assez homogènes sous ce ciel couvert jusqu'à 16 degrés au Mans. Comment tout cela va évoluer? Alors, regardez, jeudi matin, on est dans un ciel de traîne, nuages, quelques éclaircies, mais aussi des averses qui pourraient localement se montrer assez fortes. Et les températures, alors évidemment, avec ce flux de secteur sud qui nous amène cette grande douceur, au lever du jour, on aura entre 14 et 15 degrés. Pas de changement l'après-midi, on conserve cette instabilité.
peut-être un peu plus marquées, peut-être accompagnées de quelques coups de tonnerre. On va surveiller tout cela, évidemment. Quant aux températures, eh bien, elles évoluent très peu, évidemment, sous ce ciel très agité. 17 à 18 degrés, c'est ce qu'on attend au mieux pour le meilleur de la journée. En tout cas, l'évolution va confirmer cette dégradation. Alors, dans un premier temps, vendredi, on est dans le ciel de traîne, plus variable, laissant passer quelques éclaircies. La pluie est attendue pour le soir. Et puis, pour votre samedi, alors là, pas de surprise là non plus. On est à l'arrière d'un système perturbé, ciel instable, averse, donc ce qui va nous accompagner quasiment jusqu'au week-end. 15 à 16 degrés, là on est dans les normales de saison. En tout cas, ce jeudi 19 octobre, vous pouvez fêter les Renées, et puis je vous le rappelle, un ciel instable, des averses, il faut toujours un parapluie à portée de main en tout cas jusqu'à dimanche, et puis aussi jusqu'à la fin du mois quasiment. Les perturbations vont se succéder, la pluie elle sera la bienvenue car on l'attend au mois d'octobre, c'est elle qui recharge nos nappes phréatiques, eh bien elle sera au rendez-vous. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans un instant, nous serons avec notre invité Vincent Gruau. Mais d'abord, comme tous les jours, nous allons faire un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et la pluie et le vent de ce mercredi et de ce jeudi va un petit peu améliorer la qualité de l'air en Sarthe, car ça permet de disperser les polluants. Mais les indicateurs restent au niveau moyen et cela est dû à l'ozone dont le taux de concentration peine à descendre. S'il y a bien un endroit où on respire bien, Anthony, c'est en forêt. Et ça tombe bien parce qu'on est avec le président de l'association des 11 communes de Bercé, Vincent Gruau. Bonsoir Vincent Gruau. Bonsoir. Alors l'association des 11 communes de Bercé vient de voir le jour. Les statuts viennent d'être déposés. Quel est le but de cette association ? Le but, c'est de rassembler, de réunir les 11 communes du territoire de la forêt de Bercé. On a la chance en Sarthe d'avoir une forêt d'exception, une des 16 en France. Et donc les 11 communes de ce territoire ont décidé de se réunir pour mener toutes les actions possibles de communication, de valorisation et de faire le lien entre territoire et forêt. Justement, vous parlez des actions. Quelles actions et quels projets est-ce que vous allez concrètement mettre en place ? Alors, on a plusieurs idées. Le prochain conseil d'administration sera là pour définir les priorités. Mais par exemple, on souhaiterait avoir une signalétique commune sur tous nos villages, de manière à ce que le visiteur, le touriste, en arrivant sur le territoire, comme dans certains parcs régionaux, voit bienvenue en forêt de Bercé, forêt d'exception. C'est un projet. Mener aussi des projets culturels éventuellement. Donc, on a beaucoup d'idées. Sportif aussi Oui, sportif. Il y a beaucoup de manifestations qui ont lieu à l'initiative de beaucoup d'associations sportives, du VTT, de la randonnée. Donc on souhaiterait aussi pouvoir porter des événements qui permettent de découvrir la forêt autrement. Et puis c'est aussi pouvoir demander des subventions. Une association, ça sert aussi à ça. C'est vrai que les associations ont souvent, surtout quand elles ont un rôle d'intérêt général comme la nôtre, ont une capacité à mobiliser des subventions, qu'elles soient locales auprès des comités de communes, départementales, régionales ou même nationales, qui sont plus faciles à obtenir, avec beaucoup de guillemets, que des communes isolées. Donc le fait de se rassembler à 11, en plus on est sur un territoire avec 4 comités de communes différentes, 2 pays, donc on a plusieurs leviers à actionner. Et justement, comment est-ce que ça s'est passé cette réunion, ce groupement, comment est-ce que vous l'avez décidé ? En fait, on s'est retrouvés, puisque comme on est, comme je le disais, dans des comités de communes différentes, on ne se rencontre pas tous les jours entre maires et communes, mais à l'initiative de l'ONF, puisqu'on est en phase de renouvellement du label forêt d'exception, on a participé à des comités de pilotage, à des groupes de travail. Et là, on s'est dit qu'il était intéressant de se réunir. On ne savait pas trop à l'origine de quelle manière. Donc on a décidé de faire cette association pour ça, de manière à accompagner l'ONF, qui, elle, est sur ses prérogatives techniques, pour que nous, on se fasse le lien entre le territoire, les villages et la forêt. Le renouvellement du label, d'ailleurs, c'est à la fin du mois de novembre, c'est ça ? Oui, on a été labellisé en 2017 pour une période de 5 ans, donc normalement jusqu'en 2022. Avec le Covid, il y a eu une extension jusqu'en 2023. Donc là, on est sur le renouvellement pour 5 nouvelles années. Et on planche le 29 novembre à Paris devant le jury à l'ONF. Bon, vous êtes confiant, a priori ? J'estime. En tout cas, vous faites tout pour. On fait tout pour et l'association en est l'exemple. Mais il y a un très très beau dossier qui a été préparé par le comité de pilotage avec l'ONF, sous la houlette de l'ONF.
En plus, sans être trop chauvin, j'estime que la forêt de Bercé est une des plus belles forêts de France. Ce serait dommage qu'on perde ce label. En tout cas, on fera tout pour le renouveler. Il y a 16 forêts d'exception en tout en France. Quels sont les critères alors pour le conserver, ce label? Effectivement, il y a une nouvelle forêt dans les Vosges qui vient d'être la 16e labellisée. C'est un critère de qualité, c'est des critères d'exception. Donc c'est la qualité de la faune, de la flore, des essences dans les forêts, la gestion forestière, et puis le lien aussi entre la forêt, les habitants, la vie des habitants, les usages dans la forêt. Donc il y a un certain nombre de critères et je pense que la forêt de Bercé remplit tous ces objectifs. Merci Vincent Gruau. Longue vie à l'association des 11 communes de Bercé. Merci. Et puis peut-être un mot sur notre invité de jeudi, Colin. Et oui, au quotidien, nous recevrons le commissaire Christophe Cordier, directeur de la sécurité publique en Sarthe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions sur WhatsApp par message au 0670 672 792. On lit toutes vos questions et potentiellement, on peut les poser aussi à notre invité. Et puis dans quelques instants, c'est Amanda Scott qu'on va retrouver sur LMTV Sarthe. Et oui, parce que tout de suite, c'est l'heure de l'infiltré du dimanche pour faire le tour des différentes animations qui ont marqué la fin du week-end passé. Et vous le voyez sur ces images, on prendra la direction d'Ivray-en-Brique à Ivray-l'Évêque. Un endroit où je me suis rendu moi-même ce dimanche qui était plutôt impressionnant. À 20h, on fait du sport, c'est ça? Ouais, on fait du sport parce qu'on a besoin de faire du sport pour préparer l'hiver, pas du tout l'été, mais pour préparer notre hiver. Avec du coup Fais ton sport à 20h. N'hésitez pas à regarder cela, mais surtout rendez-vous demain à 18h30 en direct pour une nouvelle édition d'Au Quotidien. Bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous.